Dans les années 70, on a pensé à inventer un nouveau concept, un nouveau modèle de développement logiciel qui va être plus adapté au domaine informatique. Tout le concept, il est basé sur une nouvelle conception du logiciel. Donc le logiciel, il a une architecture qui va être adoptée depuis ces années 70. À partir de ces années, on va dire que le logiciel, c'est un système. Jusque-là, on a testé ce système-là en lui donnant des entrées et en regardant comment il se comporte et c'est quoi les sorties qu'il nous génère. Donc là, c'est ce qu'on appelait les tests boîte noire. On ne s'intéressait pas à comment le logiciel a été réalisé, construit, fabriqué, mais plutôt comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait, ce qui n'est pas mal. Sauf que le système n'est pas que ça. Donc à partir de cette conception, on a commencé à détailler un petit peu l'architecture logicielle. Pour nous, on va considérer, à partir de ce modèle de cycle en V, que chaque système, il est composé de modules, de composants. Un ou plusieurs composants qui vont être interdépendants, qui communiquent entre eux. Donc composant 1, composant 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Ils vont communiquer. Donc les entrées qu'on donne ici, ils vont être liés à un composant et la sortie vers un autre composant. Donc pour tester ce logiciel, il ne suffit plus de le bombarder avec les entrées et de regarder les sorties, mais on va tester de haut vers le bas. Mais on va tester du bas vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour tester ce système-là, on va commencer par tester chaque composant. On va l'isoler, on va le tester pour vérifier son bon fonctionnement. Donc on va tester le composant 1. S'il fonctionne bien, on va passer au composant 2. S'il fonctionne bien, on va passer au composant 3. Si tous ces composants fonctionnent bien, on va faire des tests d'intégration, donc 2 par 2. Donc C1, est-ce qu'il communique bien avec C2, C1 avec C3, C3 avec C2. Donc quand tout ça fonctionne bien, on va tester le système en entier en prenant en compte la structure logicielle, donc la composition du système. Puis tout ça, ce sont des tests boîte blanche. Boîte blanche. Ça veut dire on prend en compte la structure logicielle, la technologie et l'architecture du logiciel pour faire les tests. Donc là, on est capable de voir les lignes de code. Quand on fait du test et on ne s'intéresse pas à la technologie avec laquelle le système a été fait, donc là, on s'intéresse plutôt au système dans sa généralité, les entrées du système et les sorties du système. Ça, on va appeler ça les tests boîte noire. Donc le modèle en cascade, il prenait en compte que les tests, il faisait que des tests boîte noire. Mais après, donc le cycle en V, on va prendre les deux en compte, boîte blanche et boîte noire. Donc quand un patient part chez un médecin, un patient souffrant va voir un médecin pour diagnostiquer son problème. Quand le médecin le reçoit, il fait des palpations, il lui demande de bouger, de faire les fonctions globales, donc de marcher, de bouger, de respirer, etc. Il va voir de l'extérieur s'il peut identifier un problème. Est-ce que son corps fonctionne correctement ou pas? Quand il n'arrive pas à trouver le problème, ou il soupçonne plusieurs problèmes potentiels, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Il lui demande d'aller voir un radiologue, un spécialiste d'imagerie médicale, qui lui, il va faire une radio, un scan, une IRM, etc., etc. Donc il va voir les vaisseaux sanguins, les nerfs, les muscles, le squelette osseux, etc., etc., pour voir s'il y a un problème quelque part dans la structure du corps humain. Donc quand le médecin, il n'a pas d'imagerie médicale du corps de son patient, donc il fait du diagnostic boîte noire. Donc il va voir de l'extérieur comment fonctionne le corps de son patient. Et puis quand il va demander plus de détails, il va essayer de diagnostiquer le problème en se basant sur les images fournies par le radiologue. Donc il fait des tests boîte blanche et il fait un diagnostic boîte blanche. Donc ça pour l'analogie. Donc là on va voir c'est quoi les conséquences de cette conception sur le nouveau modèle de cycle en V. Donc comme son nom l'indique, le cycle en V, il est sous forme d'un V. Donc on va construire, dessiner le V. Ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite, donc il y a une petite différence. Donc ce qu'il y a à gauche, c'est de la conception, développement, et ce qu'il y a à droite, c'est des tests. Donc ça commence comme ce qu'on a fait avant. Donc on va voir ici, donc il y a l'expression de besoin. Donc après l'expression de besoin, on va faire la conception fonctionnelle. Après la conception fonctionnelle, on va faire la conception technique ou l'architecture technique. Et après, on va faire de l'implémentation du développement. C'est le code. Donc là, c'est la partie gauche. La partie droite, ça sera les niveaux de test. L'implémentation. Face à l'implémentation, on va voir les tests composants. Face à la conception technique, on va voir
on va faire des tests d'intégration. Face à la conception fonctionnelle, on va faire des tests système. Et face à l'expression de besoin, on va faire des tests d'acceptation. Donc l'histoire du cycle du modèle en V, c'est on commence par l'expression de besoin, après on passe à la conception fonctionnelle, puis à la conception technique, puis à l'implémentation. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait dans le modèle en cascade. Puis après l'implémentation, au lieu de faire juste les tests, boîte noire, en général, on fait plusieurs niveaux de tests. Et ces tests-là réalisent des tests différents. Donc, après l'implémentation, le code est fait. Donc, le logiciel il est fabriqué. On commence à exécuter des tests composants. Les tests composants, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, quand on va isoler chaque composant pour le tester séparément. Quand ça, c'est fait, donc ça, c'est réalisé, on va passer au test d'intégration. Et test d'intégration, c'est quoi? C'est des tests qui vont vérifier l'intégration entre chaque couple de composants. Donc, on va faire ces tests-là, ces tests-là et ces tests-là et le test de tous les composants s'il y a une chaîne de composants. Donc là, c'est les tests d'intégration. C'est quoi la référence de ces tests? Comme le test, c'est la comparaison en comportement réel et un comportement constaté. Le comportement réel, c'est le logiciel, c'est toujours le logiciel. Mais la référence, le comportement attendu, il est différent dans chaque niveau de test. Donc cette partie de gauche, on va appeler ça des niveaux de test. Niveau de test composant, niveau de test d'intégration, le niveau des tests système, le niveau des tests d'acceptation. Chaque test, c'est une comparaison entre le comportement réel de ce logiciel et quelque chose de différent. Ici, on fait des tests d'intégration en se basant, la référence c'est quoi? Les exigences, on les trouve où? C'est dans le document de conception technique. Là, on trouve les specs détaillés ou le document d'architecture technique. C'est là on trouve les interfaces entre les composants, comment ils devraient communiquer, selon quel standard, etc. Donc, on va vérifier dans ces tests d'intégration si ça fonctionne comme ce qui est décrit dans ce document-là. Donc là, les tests système, c'est quoi? C'est des tests, les tests de système entier. Donc, on va tester le système en entier, ici. Mais ça, le test, comme on a dit, c'est une comparaison entre un comportement réel et un comportement attendu. Ça serait quoi le comportement attendu? Il sera décrit où? Il sera décrit dans le document issu de la conception fonctionnelle. Donc, c'est les specs fonctionnels, SFG, document de spécification fonctionnelle générale. Ici, dans la conception technique, on peut, dans certaines organisations, on trouve SFD, document de spécification fonctionnelle détaillé. Donc, détaillé, c'est quand on introduit la technique dedans. Donc, quand on fait ça, spécification fonctionnelle, ça sera la référence des tests système. Donc, les tests d'acceptation, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un niveau au-delà du système? Non, il n'y aura pas un niveau au-delà du système. On sera toujours en train de faire des tests au niveau du système. Sauf que ce qui sera différent, c'est la référence. Au lieu de faire des tests, une comparaison en prenant en compte ce document ici, qui est issu de la conception fonctionnelle, on va faire des tests en prenant en compte le document qui est ici, qui est l'expression de besoin, EB, ou cahier des charges, CDC. C'est pour ça que ça donne des résultats différents. Donc, racontons l'histoire depuis le début. Donc, il y aura un client qui va créer un document d'expression de besoin. À partir de ce document, il va le livrer à un fournisseur de services. Donc là, il faut faire la différence entre deux choses. Donc, on trouve dans les sociétés ça. Une distinction entre le client et le fournisseur. Donc le client, chez le client, c'est lui qui fait l'expression de besoin et c'est chez lui qu'on fait les tests d'acceptation. Donc les deux ici. Donc ce qui est encadré ici. Et chez le fournisseur, donc il va demander à un prestataire de service de créer le logiciel. Donc il va lui fournir le document d'expression de besoin et puis à partir du document d'expression de besoin, le fournisseur il aura la charge de faire la conception fonctionnelle, la conception technique, l'implémentation et puis les premiers niveaux de test. Test composant, test d'intégration et test système. Quand il aura fait ça, il va livrer chez le client, ici, il va faire une livraison dans l'environnement du client et le client, il va faire ses tests d'acceptation, pas sur la base de la conception fonctionnelle qui est ici, mais sur la base de ses besoins à lui. Donc ça va remettre en cause même la conception fonctionnelle qui a été faite par le fournisseur. Peut-être qu'elle est erronée et c'est là où on va détecter s'il y a des problèmes dans la conception fonctionnelle. Donc l'histoire, c'est le client, il va faire l'expression de besoin, puis il va le livrer à son fournisseur de service. Le fournisseur de service, il va faire la conception fonctionnelle, donc le document, puis il va faire une conception technique, puis il va coder son application, il va la fabriquer, puis exécuter les cas de test, composants, intégration et système. Quand tout marche bien, il va faire une livraison vers les tests, vers son client qui va faire les tests d'acceptation pour accepter ou ne pas accepter le produit qui lui a été livré. Tout ce qui est ici, on appelle ça vérification. Vérification, ça veut dire ici, on va faire la vérification par rapport à des exigences. Les exigences, c'est ce qu'on va trouver dans cette partie gauche. Donc le document de spécification, les exigences des spécifications fonctionnelles, les exigences des spécifications techniques, etc. Donc tout ça, on va appeler ça vérification. Vérification.
Ici, ce qui est fait ici, c'est les tests qui sont faits ici, on va appeler ça validation, les tests d'acceptation. Pourquoi? Parce que les tests, ils sont faits pas sur la base d'exigences, comme ce qu'on a vu ici, mais sur la base de besoins réels de l'utilisateur. Donc le document d'expression de besoin. C'est pour ça qu'on valide que le logiciel, il est conforme aux besoins utilisateurs. Ici, on valide que le logiciel, il est conforme aux exigences fonctionnelles et techniques. Donc c'est pour ça qu'on va dire que les tests, soit c'est une vérification, soit c'est une validation. Donc on fait la différence. Donc la chose à faire, c'est que ici, dans le cycle en V, quand on passe d'expression de besoin vers la conception fonctionnelle, on produit un document qui est qu'on va appeler EB, donc expression de besoin. Ce document d'expression de besoin, dès le début du projet, le testeur, il est impliqué. Donc le testeur, il est impliqué dès le début, testeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lire cette expression de besoin, il va faire une revue et détecter les défauts potentiels qu'il va trouver dessus dès le début. Donc les défauts potentiels, ils peuvent être soit une contradiction, donc le testeur dit que sur le document, monsieur l'auteur du document, vous avez écrit quelque chose dans la page X et dans la page Y, vous dites totalement le contraire. Donc ça, c'est un défaut. Ou il trouve quelque chose, une incomplétude. Donc quelque chose où il décrit le scénario X, Y, Z, mais le scénario T, il a été oublié. Donc ça, c'est un défaut. Il dit non, il faut compléter avec le scénario T qui n'a pas été. Donc là, incomplétude. Il peut aussi trouver une zone d'ombre, une abstraction. Donc quelque chose qui n'est pas clair, qui est défini très haut niveau et qui n'a pas été précisé. Donc là, le testeur, il va faire la chasse de toutes les abstractions, les choses qui ne sont pas claires, qui sont décrites très haut niveau et qui ne veulent pas dire grand-chose. Ils sont sujets à interprétation. Il va demander des précisions et des détails sur ces éléments-là. Donc le testeur, il va faire la même chose ici, sur chaque document. Donc pareil ici, le testeur, il va faire une revue. De quel document? De document de spec. Il va faire une revue ici sur le document de conception technique. Donc le testeur, il va faire pas que des tests dynamiques. Le test dynamique, c'est des tests qui vont nécessiter l'exécution du logiciel. Donc ici, c'est les tests composants, les tests d'intégration, les tests de système, les tests d'acceptation. Il demande de faire des exécutions du logiciel. Le logiciel, il est livré ici, livraison. À partir de cette étape-là, on a un logiciel. Avant cette étape, on a juste documentation de conception. À partir de l'implémentation, on a quelque chose, on a le logiciel qu'on peut tester. Donc, à partir de la livraison du logiciel, on peut faire des tests dynamiques. Avant, on fait des tests statiques. Donc, les tests statiques peuvent être soit des revues de documents, donc le document d'expression de besoin, spec fonctionnel, spec technique, et du code. Donc, on fait la revue du code aussi. Soit, on fait de l'analyse statique, ça veut dire le code, au lieu de le relire, donc on fait exécuter des frameworks, des logiciels qui vont analyser automatiquement le code pour voir s'il manque s'il y a des boucles infinies, s'il y a des variables qui n'ont pas été utilisées, etc., etc. Donc il y a beaucoup de règles qui sont réalisées automatiquement par les analyseurs de code. On appelle ces outils, c'est des outils d'analyse statique. Donc l'analyse statique, elle ne demande pas l'exécution du code. Donc quand on fait la relecture du code ou l'exécution ou l'utilisation d'un outil d'analyse statique, on ne demande pas d'exécuter le code. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des analyses statiques. Dès qu'on exécute le code, donc là, tous les tests qui sont faits, quel que soit le niveau, composant, intégration, système, acceptation, ce sont des tests dynamiques. Donc, qu'est-ce que tout ça change pour le testeur? Donc, la première chose, on peut constater que le testeur, il est impliqué dès le début du projet. Vous voyez ici, le testeur, dès qu'on a un document d'expression de besoin, on le sollicite pour faire une revue, une analyse de la documentation, qu'on lui demande son avis et il peut détecter des défauts dès le début du projet, ce qui n'était pas possible dans le modèle en cascade. Donc on sait maintenant aussi, il y a un autre point positif, c'est qu'il y a une notion de test statique, alors que le modèle en cascade, on faisait que des tests dynamiques. Maintenant, tester, c'est pas juste manipuler le produit quand il a été livré, donc on manipule aussi les documents, les modèles, les graphiques, les conceptions, le code, on lit le code avant d'exécuter le code. Donc tout ça, c'est nouveau dans le cycle en V et ce qui est très bien perçu et très utile pour les cycles en V pour la qualité en général. Donc quand on a vu sur le cycle en cascade, on a vu le coût des anomalies et donc plus on teste plus tard dans le cycle de vie, le coût de l'anomalie est grande. Donc là, on est impliqué très tôt, donc le coût de l'anomalie, il est bas.
Donc c'est plus optimisé. Donc comme on a vu aussi, c'est qu'on a une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un système logiciel. Maintenant, on sait qu'un système logiciel, il a une architecture, il a des entrées, il a des sorties, il y a des composants, il y a d'intégration entre composants, etc. Donc on fait plus que des tests boîte noire, on fait aussi des tests boîte blanche. C'est quelque chose de très puissant pour maintenir la qualité et pour prévenir les régressions. Parce que c'était un très grand problème sur les projets informatiques. Ça l'est toujours, mais maintenant on a plus d'outils pour prévenir cet élément. Mais avec tout ça, il y a toujours des problèmes qui subsistent. Parmi les problèmes, c'est le problème de l'effet tunnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a vu qu'ici, on a le client et le fournisseur, qui sont deux différents acteurs ou deux sociétés. Deux entreprises. Donc le client, entre l'expression de besoin et la réception du logiciel pour qu'il fasse ses tests d'acceptation et qu'il valide que ça correspond bien à son besoin, il peut se passer des années, donc plusieurs mois ou plusieurs années, parfois 3 ans. Donc entre ce point-là et ce point-là, il peut se passer 3 ans par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle effet tunnel. Donc là, effet tunnel, c'est-à-dire, le client, il fait son travail d'expression de besoin, il le livre, puis rentre dans un tunnel, il n'a aucune information jusqu'à ce qu'il reçoit la livraison ici pour faire ses tests. Le problème, c'est que entre ce moment-là et ce moment-là, T1 et Tn, les besoins qui ont été exprimés au début, ils correspondent à l'état du marché à ce moment-là. T1. Quand le logiciel il a été livré, le marché a changé et le logiciel, comme il a été conçu avec les besoins anciens, ne correspondent plus à la réalité du marché actuel. Donc ça, c'est un gros problème. Donc il y a un deuxième problème, c'est que même si le marché n'a pas changé et il y a un problème d'interprétation des besoins par le fournisseur de services, le client, il n'a pas d'outil pour savoir si ça se passe bien comme prévu ou pas, jusqu'à ce qu'il reçoit ici la livraison pour faire ses tests d'acceptation. Ce qui est très tard et très proche de la date de mise en production, donc déploiement, la mise en production du logiciel. Donc ça met la pression, donc on détecte des problèmes importants très tard dans le cycle de vie logiciel, donc on a très peu de temps pour le corriger, ce qui instaure une ambiance de conflictualité entre client et fournisseur, et parfois on va au tribunal pour ces problèmes qui peuvent être juridiques entre client et fournisseur. Donc le client, il est souvent insatisfait des livraisons qui lui sont faites par les fournisseurs de services. Et c'est dû à quoi? C'est dû au modèle lui-même, à l'organisation du modèle lui-même, mais les gens ne savaient pas à cette époque-là. Donc on s'est rendu compte que le cycle en V, il comporte des choses qui sont très bien, donc qui sont très évoluées par rapport au cycle en cascade, mais il y a des lacunes importantes qui subsistent. Donc le cycle en V, c'est comme le cycle en cascade, on ne peut pas revenir en arrière. Donc quand on a livré la conception fonctionnelle et on commence la conception technique, on ne peut pas revenir vers la conception fonctionnelle. Autre chose, donc le time to market, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps entre l'expression de besoin et la livraison du logiciel peut être très lente. Donc ça peut consommer beaucoup de temps en mois ou en années. Donc si on veut faire un logiciel par exemple cette année, parce qu'il y a un besoin sur le marché, on veut tout faire, tout concevoir et tout fabriquer, ça peut prendre beaucoup de temps et ce temps-là, on aurait bien préféré déployer un logiciel et commencer à gagner notre vie avec les rentrées d'argent de ce logiciel. Ce qui n'est pas le cas dans le cycle en V. Donc on se rend compte, à cause de cet effet tunnel, que même si les tests système fonctionnent très bien, donc le test système, ils nous permettent de vérifier que le système fonctionne comme ce qui est décrit dans la conception fonctionnelle, dans le document de spécification fonctionnelle. Sauf que quand c'est livré au client, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc même s'il fonctionne bien, il n'est pas utilisable. Le système n'est pas utilisable. Je vous donne un exemple. Donc, on va imaginer une société qui va permettre à l'État de donner des aides à des agriculteurs ou des chômeurs, etc., etc. Donc là, chaque agriculteur, il doit accéder à un logiciel qu'on va fabriquer. Ce logiciel, il va avoir accès à un formulaire où il va mettre tous les éléments qu'on lui demande. Et il va faire un dossier de demande d'aide qui va envoyer à un administrateur
de l'État. Cet administrateur de l'État, il va devoir traiter les demandes, les dossiers des demandeurs d'aide. Donc le fournisseur de services, il fabrique le logiciel, il fonctionne très bien, donc il n'y a pas d'anomalie. Chaque demandeur d'aide, il peut accéder à l'application, il peut renseigner tous les champs et envoyer la demande d'aide, et les administrateurs, ils reçoivent toutes les demandes d'aide. Et l'administrateur passe sur chaque demande, il remplit le formulaire, les complète, les corrige et étudie chaque dossier pour pouvoir donner une réponse d'acceptation ou de refus de la demande d'aide. Donc chaque administrateur, dans les tests d'acceptation, on donne ça aux utilisateurs finaux, des testeurs qui vont représenter les administrateurs, et on leur donne, l'objectif c'est que chaque administrateur, il doit traiter en général entre 100 et 150 demandes d'aide par jour. Donc il commence à utiliser, à tester l'application, il se rend compte que les champs ils fonctionnent bien, sauf que pour traiter 100 à 150 dossiers par jour, il faut passer sur le formulaire d'un champ à un autre. Donc là, le formulaire, il a 15 champs, etc., etc. Et puis valider ou accepter ou ne pas accepter ici. Accepter ou ne pas accepter. Donc là, il y a 15 champs pour chaque demande d'aide. Chaque administrateur, il doit traiter entre 100 et 150. Quand il passe dans un champ, il le remplit, il doit passer au champ d'après. Donc il doit cliquer avec la souris sur l'autre champ et il remplit. Puis il clique sur l'autre champ, il remplit 15 fois pour chaque dossier. Donc les administrateurs, ils disent non, on va utiliser la tabulation. Donc la tabulation, quand ils font la tabulation, donc ils sélectionnent le premier champ ici, ils le remplissent, le prénom. Quand ils veulent remplir le nom, ils appuient sur la tabulation, sur leur clavier. Ils voient que ça tabule vers le 14e champ. Et puis quand ils font une autre tabulation, ça va venir sur le 7e champ, etc. Donc comment c'est construit? Même s'il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas utiliser la souris pour gérer cette quantité de dossiers. On a besoin d'utiliser le clavier pour aller vite. Mais le clavier, il y a un handicap, c'est que la tabulation, elle ne marche pas correctement. Donc on saute d'un champ à un autre et ça nous prend beaucoup de temps, et ça met le désarroi dans le travail des testeurs et des administrateurs de l'application. Donc là, pour eux, pour les administrateurs, pour le client, c'est un défaut bloquant. Alors que pour le fournisseur de service, lui, il dit non, ça fonctionne bien. Vous nous avez dit à la conception, on veut un formulaire de 15 champs avec 2 boutons de validation, d'octroi de l'aide ou du refus d'octroi de l'aide. Et ça fonctionne très bien. Donc oui, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas utilisable. C'est difficilement utilisable. Donc si c'est pas réglé à l'amiable, juste de façon très législative et très contractuelle, vous nous avez dit ça, on a fait ça, payez-nous et puis soyez satisfaits. Donc là, on ne va pas trouver de solution. S'il y avait une solution, c'est de livrer juste une petite partie, une maquette, etc. Donc, que les utilisateurs finaux, le client peut vérifier et tester. Ça, dès le début du projet, on aurait pu éviter ce genre de problème, avoir le feedback du client. Sauf que le cycle en V, il ne permet pas d'avoir un feedback du client tôt dans le cycle. Donc on revient ici, parmi les problèmes, c'est se rendre compte de problèmes qui sont graves aux yeux du client très tard au niveau des tests d'acceptation. Donc là, on a pensé à d'autres solutions qui seraient meilleures. Donc les solutions, ça serait quoi? Ça serait l'agilité. Donc on va en parler dans la prochaine vidéo. Quelque chose à ajouter ici, c'est que ici on a beaucoup de tests. Donc les tests de composants, les tests d'intégration, les tests de système et les tests d'acceptation. Sauf que ce sont tous des tests, mais c'est pas fait par les mêmes acteurs. Donc si vous êtes recruté en tant que testeur, donc QA, Quality Assurance, ou testeur professionnel, donc testeur logiciel. Donc quand on fait de l'implémentation, les tests composants, ce sont les tests qu'on fait ici. C'est chaque composant. Les composants, ils sont des composants logiciels, composants techniques. Donc, par exemple, dans un langage de programmation orienté objet, on a des classes et chaque classe, on trouve des méthodes. Les composants, ça serait les méthodes de chaque classe. Donc, chaque composant, c'est une méthode de chaque classe. Pour chaque classe, on va créer plusieurs cas de tests. On va lui donner des entrées et on va voir les sorties de cette classe-là pour vérifier si elle fonctionne correctement. Et puis, on va faire la même chose pour chaque composant technique. Donc là, on est d'accord, c'est technique. Donc la meilleure personne pour faire ça, ça serait le développeur.
Donc l'acteur, ça serait le développeur. Donc c'est pas les tests, c'est pas le testeur, ça serait le développeur. Donc au début, on avait imaginé que les tests, ça sera fait, tout ce qui est test, ça sera fait par un testeur. Donc on a essayé de demander à des testeurs de faire les tests composants. Sauf que on s'est rendu compte que déjà la meilleure personne qui connaît le code, c'est le développeur qui a créé ce code-là. Et pour tester le code, les bouts de code, il faut prendre beaucoup de temps, plus que ce qu'aurait pris le développeur, juste pour comprendre le code qui a été fait par le développeur. Et après, il faut mettre les bonnes entrées, les bonnes sorties, être à l'aise avec le framework de test unitaire, parce qu'il y a des frameworks de test unitaire. Si on utilise Java, c'est JUnit, PHP, PHP Unit, etc., etc. Pour chaque langage, il y a un logiciel en général de test unitaire. Donc on a trouvé que la meilleure personne pour faire ce genre de tests, c'est le développeur. Et la même chose pour les tests d'intégration, ça serait le développeur. Donc le testeur professionnel, il va faire les tests, soit test système, soit les tests d'acceptation. Donc là, on va trouver le QA et le QA. Sauf que selon qui vous a recruté, vous allez faire partie d'une équipe. Parce que ça, ceux qui vont faire les tests système, c'est une équipe de testeurs. Et si vous faites des tests acceptation, c'est une autre équipe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même référence, vous ne représentez pas les mêmes personnes. Si vous êtes recruté par le fournisseur de service qui lui crée le logiciel, donc c'est lui qui a les développeurs qui créent le logiciel, donc vous faites partie de l'équipe QA de la MOE. Le fournisseur de service, c'est la maîtrise d'œuvre, MOE. Si vous êtes recruté par le client ou un prestataire de service qui travaille pour le client, pour représenter le client, qui va recevoir la livraison de fournisseur de service, donc il va vous intégrer à l'équipe de testeurs MOA. Maîtrise d'ouvrage. Et vous allez faire de la validation des tests d'acceptation. Donc là, selon ce que vous allez faire, par qui vous êtes recruté, vous allez faire un travail différent. Là, votre travail est de comparer le logiciel via les tests de système, le comparer à ce qui est décrit aux exigences des spécifications fonctionnelles. Si vous êtes recruté par le client, vous allez faire des tests, mais des tests différents. Vous allez faire une comparaison entre le logiciel, le même logiciel, mais par rapport à l'expression de besoin. Donc c'est un point de vue totalement différent. Et vous allez trouver des défauts différents. Donc j'espère que ça a été clair. Donc on va voir plus tard que le cycle en V, le modèle en V, il reste toujours pertinent même si on va vers des modèles plus évolués. Donc il reste toujours pertinent même s'il date de plus de 70 ans. Donc là, depuis les années 2000, on a pensé à d'autres solutions plus adaptées aux projets logiciels qui ont plus de succès. Donc dans les prochaines vidéos, on va parler des méthodes agiles. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve à gauche. Et si vous voulez aller plus loin, nous avons créé une formation gratuite qui vous guide pour réussir votre projet de reconversion professionnelle vers le métier de testeur logiciel. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien affiché sur cet écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine vidéo.